Parti. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de La Rochelle Technopole, les rendez-vous experts de 11 h à midi, tous les jours de la semaine sauf le lundi. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session qui sera aujourd'hui animée par Sandrine Bruno, qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonjour à tous. Qui va nous parler aujourd'hui de développer son adaptabilité. Très important en ces périodes justement un petit peu compliquées, voir comment il est possible de lever les freins pour qu'on prenne conscience de notre comportement au changement. Il faut devenir acteur de son changement et donc ça sera à vous de jouer. Donc je vais laisser Sandrine démarrer la session sans plus attendre. Alors nous avons changé de plateforme technique, comme vous pouvez le voir. Ça sera désormais uniquement cette solution-là que nous allons utiliser sur les rendez-vous experts de La Rochelle Technopole. Donc vous pouvez bien sûr utiliser le chat, comme vous pouvez le voir sur la droite de votre écran. Il y a une partie désormais réservée vraiment aux questions qui seront traitées essentiellement donc en fin de webinaire. Et puis voilà, donc en principe vos micros sont coupés. N'hésitez pas donc à utiliser le chat ou la rubrique questions. Et puis je vais laisser Sandrine nous expliquer comment s'adapter ou comment développer en tout cas notre adaptabilité. Merci beaucoup à tous et bon webinaire. Eh bien, merci Gilles. Alors, je vais donc partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation. Moi, une fois que je partage mon écran, je ne vous vois plus du tout, je ne vois plus le chat. Donc, eh bien, je laisserai Isabelle ou Damien intervenir s'il y a des questions qui arrivent ou éventuellement qu'on traitera à la fin. Donc, c'est parti, je partage mon écran. Tac. Alors, j'y arrive. Hein. Hop. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Bruno, coach et formatrice. J'accompagne les leaders du 21e siècle qui souhaitent s'accomplir dans leur travail, contribuer au changement du monde et garder un équilibre de vie pro et perso. Et cela, ça passe par un travail d'intériorité et surtout le développement des nouvelles compétences qu'on appelle les compétences du 21e siècle et dont l'adaptabilité fait partie. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter le cycle du changement parce que vous le sentez, on est en plein changement. Et alors, excusez-moi, je suis perturbée parce qu'en fait, je ne me vois pas, donc j'ai l'impression de parler dans le vide, donc c'est très désagréable. Vous savez, en communication, on a besoin d'avoir un petit retour. Là, ben, j'en ai pas. Bon, je vais m'y habituer. Ça va me permettre de développer mon adaptabilité. Donc, le cycle du changement. C'est important de savoir comment se passe un changement parce que comme ça aide, une fois qu'on a la connaissance, ça aide quand on est un peu perturbé à se dire, bah, finalement, c'est normal, c'est comme ça que se passe un changement. Donc, il y a 4 phases, simplifiées au maximum, il y a 4 phases dans le changement. Il y a une première phase qui est la phase qu'on dit de chaos. C'est quand on est percuté par un élément extérieur, un événement extérieur qui vient complètement chambouler notre quotidien. Et on rentre dans cette première phase de chaos. Le monde d'avant n'existe plus, le nouveau monde n'existe pas encore. Et eh bien, on ressent cette espèce, on dit même un peu comme une dissolution, on se dissout. Alors, dans la phase de chaos, dans certains cas, on peut expérimenter au début une petite lune de miel parce que c'est quelque chose de nouveau et puis je suis en train de découvrir, je vais découvrir ce qui se passe. Mais au moment où on réalise que mince, le nouveau monde n'existe plus et qu'est-ce qui va se passer, ensuite, c'est là qu'on rentre vraiment dans cette phase de chaos et il suit ensuite, après cette petite lune de miel, ça peut être de la colère, de la tristesse, de la peur et puis on tourne un peu dans ses émotions. Si on prend la métaphore de la transformation du papillon, de la chenille en papillon, la chenille, le moment donc où elle s'arrête et elle forme son cocon, si on regardait à ce moment-là à l'intérieur,
on verrait que les cellules de la chenille sont en train de se dissoudre, de disparaître, et c'est un espèce, ça se liquéfie, c'est un espèce de gloubi-boulga, c'est plus du tout une chenille, et il n'y a pas du tout encore de traces de papillons. Donc, c'est un vrai chaos. Et ça peut être ce qu'on expérimente aujourd'hui, puisque là, nous sommes dans la phase 1 d'un changement. Nous avons été percutés par le coronavirus. C'est venu complètement bouleverser notre quotidien. On le sent très bien que le monde d'avant les choses vont changer. On ne sait pas du tout encore vers quoi. Aujourd'hui, on ne peut pas l'imaginer. Mais en ce moment, on est vraiment dans cette période de chaos. La seule chose à faire pendant cette période de chaos, je le rappelle, hein, c'est de prendre soin de soi physiquement. Il faut de la résilience. Donc, on en avait parlé dans le premier webinaire sur le télétravail, les bonnes pratiques. Donc, c'est prendre soin de soi, même là en ce moment physiquement. Hein, et puis, on le sait avec l'épidémie. Donc, c'est vraiment prendre soin de sa santé, c'est le plus important. Et puis, pour les chefs d'entreprise, bah, c'est prendre soin de la sécurité de son entreprise. Donc, tout mettre en œuvre pour permettre de passer ce cap, cette vague, ce chaos, en fait, cette période de chaos, donc mise en sécurité de la société. Et ensuite, dans un changement, à un moment, on va passer dans une deuxième phase. Peut-être certains d'entre vous sont déjà dans cette phase-là, ce qu'on appelle la phase de transformation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a rien qui change à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'ai déjà commencé à imaginer mon monde futur. Je commence à me dire, ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais changer ci. Et il y a des transformations qui se mettent en place. Si on reprend notre métaphore du papillon, à l'intérieur de mon cocon, à ce moment-là, il n'y a rien qui change à l'extérieur, mais à l'intérieur, je vois des cellules de papillons qui se forment. Ensuite, on va passer en phase 3. La phase 3, c'est la phase de l'action. Bon, ben, ça y est, j'ai imaginé mon monde à l'intérieur, ce que je pourrais faire. Et là, je passe réellement à l'action dans le monde extérieur. Je commence à construire des choses, passer des coups de fil, mettre des choses en place, construire. Ça y est, je suis dans l'action pour mettre en place ce nouveau monde. Alors évidemment, on ne fait pas comme ça 1, 2, 3, 4. Ce qui se passe, c'est que quand je suis en 3, que je passe à l'action, parfois, mes premières actions, je me trompe. Finalement, ça ne marche pas. Donc, ce que j'ai commencé à imaginer et à construire, bing, ça ne marche pas. Et donc, hop, je repasse en phase 1, un chaos qui va être plus court. Mince, j'y arriverai jamais. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'y arriverai pas. Puis finalement, en phase 2A, bah tiens, si finalement j'essayais ça. Et en phase 3, je repasse à l'action. Donc, on va tourner plusieurs fois, 1, 2, 3, jusqu'à temps de passer en phase 4. Si je reprends la métaphore de mon papillon, la phase 3, quand il passe à l'action, c'est là où il est en train de découper la chrysalide. Et ça prend un petit peu de temps quand il fait ça. Et puis, quand on l'observe de l'extérieur, on aurait pu être tenté, avec une paire de ciseaux, de couper la chrysalide pour libérer ce papillon. Et en fait, si on fait ça, le papillon, il meurt. En fait, la difficulté de la phase 3 de l'action, de passer à l'action, de se louper, d'échouer, de recommencer, de réessayer un truc, c'est comme le papillon, c'est une façon, c'est pour nous de développer nos nouvelles compétences, les compétences qui vont être nécessaires pour enfin passer à la phase 4 quand je suis complètement prêt. Et là, comme le papillon qui sort, qui s'envole, prendre mon envol parce que ça y est, j'ai toutes les compétences, je maîtrise et je suis à nouveau dans le confort. Alors, dans notre vie ou dans nos entreprises, on peut être à différentes phases suivant le domaine. Peut-être, voilà, dans une entreprise, au niveau de la trésorerie, des relations, de l'ambiance, de la qualité du produit, etc. Où vous en êtes, on peut être comme ça dans certains domaines, en phase 1, en phase 2, en phase 3 ou en phase 4. Donc, c'est toujours intéressant de savoir, d'avoir cette connaissance de à quel niveau du cycle de changement je me trouve. Alors maintenant, comment enclencher un changement? Parce que peut-être certains d'entre vous ont déjà enclenché et puis peut-être que dans votre entreprise, d'autres personnes n'ont pas enclenché le changement. Alors comment je fais quand moi je suis prêt à changer et pour entraîner les autres quelque part ou qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment j'ai enclenché ou j'enclenche pas ou si vous n'avez pas enclenché, qu'est-ce qui se passe? On enclenche, en fait, qu'est-ce qui nous empêche de mettre en place un changement, d'enclencher? C'est la peur. La peur de l'inconnu, la peur de se planter, de se tromper, mais vraiment, c'est la peur de l'inconnu parce qu'on ne sait pas finalement. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va enclencher? C'est qu'on va avoir une motivation qui va être plus forte que ma peur. À un moment, je suis tellement motivée
pour un changement qui m'apparaît évident, que même si j'ai très peur, et ben, je passe à l'action. Donc ça, vous pouvez certainement regarder rétrospectivement dans votre vie. Chaque fois que vous avez mis en place un changement, c'est pas que vous n'aviez pas peur, c'est que vous étiez plus motivé que peureux. Et puis, ce qui aide beaucoup aussi, c'est le soutien de la communauté. Donc, parfois, dans une entreprise, certaines personnes ne sont pas franchement motivées par le changement qui est proposé. Elles ont plutôt peur. Mais voilà, il y a un certain le groupe qui est prêt, la communauté, un groupe assez grand qui est prêt à partir, lui qui s'est engagé. Et donc, pour rester avec le groupe, pour faire partie du groupe, eh bien, ça va m'aider à enclencher. Donc, le soutien de la communauté dans le changement, il est extrêmement important. Donc, il y a 3 facteurs, les peurs à diminuer, la motivation à booster et le soutien de la communauté à cultiver. Alors, je voulais faire une petite chose sur les peurs. Parce qu'aujourd'hui, surtout en ce moment où beaucoup d'entre nous ont vraiment été et peut-être encore vraiment inquiets et aujourd'hui absolument, enfin inquiets même pour l'avenir, pour ce qui peut se passer. Donc, un petit rappel sur les peurs. Dans les peurs, il y a 2 types de peurs. Il y a la peur réelle et la peur imaginaire. La peur réelle, c'est qu'il y a vraiment un danger là, juste maintenant. J'ai un serpent à côté de moi, ou pour être beaucoup plus en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, il y a des peurs aujourd'hui qui sont réelles. Il y a un virus à l'extérieur qui est dangereux. Donc ça, c'est une peur réelle. Il y a une crise économique. Là, en ce moment, il y a des peurs qui sont réelles. Donc, c'est se mettre en sécurité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on se confine chez soi, on se met en sécurité, on met tout en place pour ne pas être en contact avec ce virus. On se protège. Même chose pour l'entreprise. Aujourd'hui, il y a un réel danger économique. Donc, je fais tout pour mettre mon entreprise en sécurité. Ces peurs, elles sont absolument réelles. Et puis après, il y a certainement dans vos peurs tout un lot de peurs qui sont imaginaires, qui sont des inquiétudes par rapport au futur, comment je vais faire, des dangers qui ne sont absolument pas présents aujourd'hui, mais nous, humains, on a cette capacité d'imaginer la suite et parfois, pour certains d'entre nous, pas le meilleur des scénarios. Donc ça, il faut avoir cette conscience quand on ressent cette peur, cette anxiété, parfois de l'angoisse, parfois de la panique. C'est prendre un moment de respiration et avoir ce discernement. Est-ce que c'est une peur réelle, vraiment là, juste maintenant? Est-ce que je suis vraiment en danger ou est-ce que c'est une peur imaginaire? Et si c'est une peur imaginaire, une technique qui aide, c'est d'observer son mental. Donc, vous l'avez compris, cette peur imaginaire, c'est notre mental qui est en train de l'entretenir, qui nous envoie des images, des petites voix qui nous parlent, qui nous récitent, qui nous racontent des scénarios pas très sympas. Et à ce moment-là, c'est de se dissocier de ça, c'est être capable à l'intérieur de soi, de faire un petit pas en arrière, de reculer d'1 centimètre et d'observer ce mental qui est en train de se faire un film. Cette dissociation, elle va permettre, on n'est plus alors complètement fusionné avec le scénario. On ne peut pas être ce scénario. Le fait à l'intérieur de soi de se dissocier et d'observer mon mental me donne juste le minimum de distance qui me permet de dire, OK, c'est que mon mental qui est en train de se faire un film, mais juste maintenant, tout va bien. Il est important aussi d'avoir cette croyance forte. On dit, et les études le montrent, l'histoire le montre, que les individus ont déjà ou potentiellement toutes les ressources dont ils ont besoin pour agir efficacement. On va dire, dans 99% des cas. Donc, par contre, on ne peut pas on trouve les ressources au moment où on est face réellement au problème. On l'a vu autour de nous quand des personnes ont traversé des choses très difficiles, on est toujours impressionné par les ressources qu'elles trouvent. Eh bien ça, c'est présent pour chacun d'entre nous. C'est le moment où le problème est déjà là. Il y a quelque chose d'incroyable qui se passe, c'est qu'on est capable de connecter et d'accéder à des ressources en nous qui étaient insoupçonnées. Mais tant que le problème n'est pas là, on ne peut pas accéder à ces ressources. Donc,
avoir notre mental qui imagine des cas noirs, inquiétants, etc., qui donnent de l'anxiété, eh bien, c'est absolument terrible parce qu'à ce moment-là, comme le problème n'est pas là, nous n'avons pas accès aux ressources. Donc, tout ça nous fait rentrer dans une spirale complètement anxiogène parce que j'imagine un scénario terrible et en plus, juste maintenant, c'est physiologique, je ne peux pas avoir accès à ces ressources. Donc, vraiment, ayez ça présent en vous, cultivez cette croyance que les individus ont toutes les ressources dont ils ont besoin pour agir efficacement à l'instant T. Donc, quand vous partez dans un mauvais scénario, prenez ce recul et ayez cette confiance. Vous vous dites non, 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 pour l'instant, ça paraît terrible parce que je n'ai pas accès aux ressources, parce que le problème n'est pas encore là. Mais si le problème devait arriver, il y a quelque chose que je ne peux pas imaginer aujourd'hui qui va se passer, que j'aurai accès à des ressources insoupçonnées. Voilà. Et puis, j'ai mis cette petit rappel sur le courage. Hein. Les peurs, elles sont normales. Tout le monde l'avoue ou l'avoue pas, mais on s'en fout, ressent de la peur. Et en tout cas, ça n'empêche pas de passer à l'action et c'est ce qu'on appelle le courage. Hein. Le courage, c'est passer à l'action même si on a peur. Donc, à un moment, la motivation va être tellement grande qu'on va prendre sa peur sous le bras et avec la peur, on va y aller, on va passer à l'action et c'est ce qui s'appelle le courage. Alors après, comment changer? C'est quoi le changement? Donc, on a vu comment l'enclencher. Et après, le changement, c'est vraiment un processus. Et ce qui va être très important, donc c'est un processus et ce qui va être important, c'est d'être acteur. Quand je suis acteur, ça veut dire que je passe à l'action, je fais des choses. Eh bien, j'ai comme un sentiment de puissance qui vient. Ce qui est terrible, c'est, vous le sentez bien, c'est d'avant d'enclencher le changement, quand on se fait tous ces films, et là, on passe pas à l'action et on se sent terriblement impuissant. Et le fait de passer à l'action va faire que je vais comme ça me reconnecter avec ma puissance et quelque part, c'est comme si je reprenais un peu le contrôle des choses. Je peux faire quelque chose, je peux agir sur mon environnement. Donc, votre entreprise, pour emmener votre équipe dans le changement, l'idée, ça va être, de booster cette motivation. Donc, comment je booste la motivation? D'apporter de la clarté sur le changement, sur ce qu'on veut changer, ce qu'on veut, le nouvel état, l'état futur. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu difficile et on va y revenir dans les slides d'après. Aujourd'hui, le futur, il n'est pas forcément clair. Mais dans le changement, on ne voit pas forcément le but final. On a une vague idée de l'objectif à long terme. Ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle le next step, c'est mon prochain pas. Et pour vous donner une métaphore, c'est comme quand je traverse une rivière, un passage à gué. Je vois à peu près au loin, pour ceux qui ont fait de la randonnée, je vois à peu près au loin l'autre côté de la rivière. Mais dans mon passage à gué, l'important, c'est que ce soit mon prochain pas, la prochaine pierre où je vais poser mon pied. Là, ça doit être très clair. Je dois m'assurer que la pierre est stable. Donc, c'est ce next step qui est la clé, qui est que mon next step doit être, lui, absolument très, très clair. Clarté totale. Ensuite, donc, je passe à l'action. Ce qui va être important, c'est la taille du changement. On change petit à petit. Donc, OK, peut-être je veux mettre en place un changement à très long terme, radical, géant, mais je vais le découper en une série de micro-changements. Le concept de pas de fourmi est extrêmement important. Donc, la taille du changement. Si c'est très gros, je réduis, je le divise, je le décompose en petits blocs de changement. Mon next step est très clair et je garde ce concept de pas de fourmi. De pas de fourmi et le point d'après de mouvement constant. Un changement, c'est un processus qui doit toujours être en mouvement et petit à petit par des petits pas de fourmi. Donc, se demander en fait chaque semaine quel est le petit pas de fourmi aujourd'hui cette semaine que j'ai fait pour aller vers mon changement. Et la semaine prochaine, quel est le petit pas de fourmi que je vais faire pour aller vers ce changement. Quand on travaille en équipe et puis même pour soi-même, se donner vraiment droit à l'erreur, parce que ça, la peur de l'erreur, la peur de mal faire, ça c'est une grande résistance au changement. Ça fait partie des grandes peurs qui empêchent d'enclencher le changement. Au-delà de la peur de l'inconnu, c'est la peur de se tromper. Donc là, il faut vraiment se donner droit à l'erreur. Et c'est pour ça que les petits pas de fourmi, à chaque fois, les petits blocs, je prends peut-être pas de grands risques non plus. Mais se donner droit à l'erreur, on le sait, c'est les personnes qui échouent le plus, qui réussissent le plus. À condition, dans chaque échec, je prends la leçon, pourquoi j'ai échoué, et hop, je construis mes compétences, un petit peu plus, je suis plus fort et je continue.
L'inclusion. L'inclusion, ça revient le soutien de la communauté. Si vous êtes en entreprise avec une équipe, assurez-vous que chaque membre de votre équipe est inclus, est acteur dans le changement. Ça se fait à plus grande échelle. J'ai vu des changements se mettre en place dans des entreprises, dans des multinationales, et toute personne à chaque niveau, de la secrétaire au chef de département, tout le monde, à l'ingénieur, au commercial, à l'ouvrier sur la chaîne de prod, tout le monde est inclus dans le changement, c'est-à-dire à son échelle, à son niveau, dans son périmètre de travail. Il doit lui aussi passer à l'action et mettre en place une petite amélioration, un petit changement en lien avec l'objectif global. Donc, pensez à cette inclusion, vraiment à inclure tout le monde dans votre entreprise. Le soutien, on en a parlé, hein, le soutien de la communauté, extrêmement important et qui va avec la célébration. C'est régulièrement, on fait la liste de toutes les micro-actions, les petites choses que chacun a fait, a mis en place, a changé, a amélioré et on le valorise et on le célèbre. Voilà donc les 10 ingrédients pour comment changer, du changement qui, je le rappelle, est un processus. Alors après, une autre approche sur le changement, c'est comment je fais, même tout au long de mon existence, pour développer mon adaptabilité. Il y a des gens qui sont adaptables et d'autres qui le sont moins. Dans l'adaptabilité, on retrouve quatre grands axes qui font qu'on retrouve chez toute personne qui font preuve d'une certaine adaptabilité. En général, c'est des personnes qui ont une vraie connaissance d'eux-mêmes. Il est important pour être adaptable. Je peux être adaptable si je connais mes ressources. Je sais quelles sont mes forces. Je sais aussi quelles sont mes faiblesses, mais en tout cas, je connais mes forces et je peux m'appuyer dessus. Ça donne une espèce de confiance en soi pour aller justement vers l'inconnu et pour s'adapter. Donc ça, je vous encourage chacun d'entre vous et encourager chaque membre de votre équipe à peut-être aussi par un système de feedback. Chacun a des ressources, a des forces et on peut jamais assez trop se rappeler quelles sont mes forces sur lesquelles je peux m'appuyer. En tout cas, quand on est adaptable, les gens adaptables sont très conscients des ressources qu'ils ont. Il est important aussi d'avoir une affirmation de soi parce que dans le changement, évidemment, on est en zone d'inconfort. Donc, zone d'inconfort, vous l'avez vu au début, on va passer par cette zone 1 de chaos. On peut imaginer l'adaptabilité professionnelle, un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau produit, une nouvelle phase de l'entreprise. Ça passe par cette période de chaos. L'affirmation de soi elle va être importante parce que l'affirmation de soi, en fait, ça veut dire que je connais mes limites. Je sais quand je vais trop loin. Et du coup, ça passe quand je sens que je vais trop loin de mes limites, je vais prendre soin de moi. Donc, ça implique vraiment la capacité à prendre soin de soi. Donc, ça revient vraiment, c'est en lien avec la phase 1 du chaos. Pour être adaptable, 1, je connais mes ressources et 2, j'ai cette affirmation de moi qui fait que je vais prendre soin de moi parce que je sais que moi, rester physiquement stable et mentalement stable, c'est la base. Et donc, si je sens que ce changement va trop me prendre, j'ai cette force, cette affirmation pour dire oh là là, là je vais trop loin, il faut que je prenne soin de moi. Le troisième axe pour être adaptable, c'est avoir cette curiosité et cette ouverture d'esprit. C'est quelque chose, les gens adaptables en général, c'est des gens très ouverts, qui s'intéressent à beaucoup de choses et donc on leur présente, la vie leur présente un nouveau changement ou alors leur entreprise leur demande d'évoluer ou de changer ou d'adopter un nouveau logiciel ou dans les entreprises un nouvel ERP. Ils ont cette espèce d'ouverture d'esprit qui fait que déjà tout de suite, ils vont être ouverts, ils vont s'intéresser, ils vont dire « Ah, c'est quoi ce truc ?» Ils vont être curieux, ils vont chercher avant d'être en résistance. Donc ça, observez-vous, comment êtes-vous dans la vie? Est-ce que vous êtes plutôt curieux à aller chercher toujours des nouvelles choses, à vous intéresser à plein de choses différentes? Et la curiosité, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Et on arrive pour ça au quatrième point, cette capacité d'apprendre à apprendre. Et comment on fait pour apprendre à apprendre? C'est très lié, je trouve, à la curiosité et l'ouverture d'esprit. C'est développer justement ce muscle de l'apprentissage et c'est faire du nouveau chaque semaine. On peut vraiment le cultiver dans sa vie, mettre du nouveau chaque semaine. Dans nos vies, on a tous des routines. Et du coup, on utilise toujours les mêmes chemins neurologiques.
Et bien pour développer cette flexibilité, cette capacité à apprendre, cette ouverture d'esprit, eh bien ça se muscle. Et ça se muscle tout simplement dans ma vie de tous les jours. Peut-être la semaine, des fois, hop, je vais prendre un chemin différent pour aller au travail. Peut-être je vais lire un livre différent de ce que je lis d'habitude, ou un article, ou je vais peut-être tout le temps lire le même journal, je vais peut-être hop aller chercher un nouveau média. Voilà, regardez, observez la quantité de nouveaux que vous mettez chaque semaine. Alors en ce moment, évidemment, on en a mis beaucoup puisqu'on a été percuté par un événement qui est venu complètement bouleverser notre quotidien. Donc en ce moment, on est à fond là-dedans. Mais quand voilà, les choses vont s'apaiser, que chacun va rentrer dans ses routines, ou regardez dans le passé comment vous avez été. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, toute la semaine, chaque semaine, en fait, essaye toujours un truc nouveau, un nouveau plat à manger, ou alors est-ce qu'au restaurant, vous prenez toujours le même menu? C'est ça qui est intéressant. Et de faire du nouveau chaque semaine, ça développe cette plasticité au niveau du cerveau et qui est vraiment, qui permet après cette flexibilité, cette ouverture d'esprit, cette capacité à apprendre. Donc voilà pour l'adaptabilité, connaissance de soi, affirmation de soi, curiosité, apprendre à apprendre. Et puis ben voilà, j'ai rajouté cette diapositive là, ce slide sur complètement en lien avec ce qu'on vit actuellement, parce que ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on dit en entreprise, dans toute entreprise qui est constamment de toute façon en phase de changement et d'évolution, et quand on fait de l'accompagnement au changement pour aider les salariés et l'ensemble de l'entreprise à bouger. Mais une situation comme aujourd'hui, elle est plutôt exceptionnelle. Et là, c'est vraiment comment je fais dans les grandes turbulences, comme c'est le cas aujourd'hui, où justement, je sais qu'il va y avoir un gros changement, mais vers quoi? On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas si ça va devenir, retour comme avant ou pas. Et donc, je vais par la suite, à la fin du webinaire, vous donner un éclairage justement là-dessus qui va vous permettre, suivant l'analyse, bref, de comprendre ce qui est peut-être en train de se passer dans le monde. Mais aujourd'hui, voilà, je suis en pleine turbulence. Il y a une vague là qui me submerge. Je ne sais pas du tout comment on va sortir de ça. Et bien, comment je fais? Et donc, on prend la métaphore pour ça du surfeur qui, malgré l'énorme vague qui arrive, qui lui, il arrive à rester équilibré sur son surf et à surfer sur cette grande vague qui représente la turbulence et à sortir au bout du rouleau indemne et même grandi et souvent complètement euphorique. Alors, il y a 4 ingrédients pour arriver, comme le surfeur, là, à surfer pendant les turbulences. Le premier, c'est de rester branché sur le moment présent. Complètement en lien avec ce qu'on a dit avant, sur les peurs, ce mental-là qui part, qui imagine les mauvais scénarios. Et lui, le surfeur, là, pour rester équilibré sur son surf, il est complètement branché sur son moment présent. Alors, comment je fais? Je vais vous donner un petit exercice tout simple qui aide beaucoup là-dessus quand on voit qu'on s'observe, qu'on est parti dans le délire, qu'on a une crise d'anxiété, voire une crise de panique. Qu'est-ce que je fais pour désamorcer ça et revenir à un moment présent? Alors, cet exercice s'appelle, cette petite technique, cette petite pratique s'appelle le 5, 4, 3, 2, 1. Donc, on va le faire ensemble là juste maintenant. Donc, je vous invite, vous allez remarquer 5 choses que vous voyez juste maintenant. On va faire marcher nos sens, en fait. Donc, 5 choses, je le fais avec vous, que je vois juste maintenant. Je vois ma lampe, je vois mon écran, je vois le cadre qui est devant mon bureau, je vois le canapé à côté de mon bureau et je vois ma tasse de café. Ok, 5 choses. Maintenant, je vous invite à noter 4 sons que vous entendez. J'entends le ronron de la BMC, j'entends les oiseaux à l'extérieur de mon bureau, j'entends le bruit de mon ordinateur, la ventilation, et j'entends la voix de mon mari qui travaille là-bas dans une pièce à côté qui doit être au téléphone. OK ? Maintenant, je vous invite à noter 3 choses que vous sentez par le toucher. Donc, juste maintenant, je sens évidemment ma plante des pieds sur le sol.
Je sens mes coudes sur mon bureau qui est en verre et c'est donc un petit peu froid. Et puis, je sens là le toucher de mon écharpe sur le cou. Je vous invite maintenant, et là c'est un petit peu plus difficile, à sentir 2 odeurs. Donc moi, je sens en fait l'odeur de mon shampoing sur mes cheveux et je sens l'odeur de mon chauffage. J'ai un radiateur là et je sens cette odeur un peu chaude du chauffage. Et maintenant, je vous invite à trouver un goût dans votre bouche. Moi, j'ai l'odeur du café parce que j'ai le goût du café parce que je viens de boire du café. Et maintenant, on va prendre 3 secondes. On essaye de retrouver toutes ces choses qu'on a vues, entendues, senties, touchées en même temps. En même temps. Et là, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'on a le cerveau qui reset total. Et on est donc passé de l'hémisphère gauche qui, lui, est dans la séquence, vous savez, le cerveau gauche, c'est un peu le hamster dans la roue, qui prévoit les choses, qui imagine, etc. Et là, ce petit exercice tout simple nous fait passer directement en cerveau droit, qui, lui, est complètement le cerveau de la créativité, justement, de l'intuition, et qui, lui, nous ramène directement au moment présent. Voilà. Donc, un petit exercice pour rester branché sur le moment présent, et c'est une chose importante pour pouvoir surfer dans les turbulences. Deuxième point, c'est poser les yeux où on veut aller. Donc, branchés au moment présent et les yeux sur le futur. Alors, pour ceux qui sont sportifs, ils le savent. Les cyclistes, on sait que le vélo va où les yeux se posent. En cheval, c'est exactement pareil. En surf aussi, j'imagine. En ski, c'est le cas. Donc, on le sait, on va où les yeux sont. Donc, ça, c'est très important. Remarquez où sont posés vos yeux. On en a parlé dans le premier webinaire sur le télétravail pour conserver les good vibes. Aujourd'hui, si vous voulez de la prospérité, de la croissance, vous sentir grandi, progresser, eh bien, sur quoi vous portez votre attention? Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'informer de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mais peut-être il faut limiter notre temps d'information. Peut-être consacrer une demi-heure ou 1 heure par jour à l'information. Et puis ensuite, eh ben, je pose vraiment mes yeux sur ce que je veux créer dans ma vie, dans mon entreprise. Si je veux créer des belles choses, des choses positives, peut-être je dois poser mes yeux, être attentif à ça, que mes yeux soient posés sur des choses positives. Donc, soyez très attentifs où vous posez vos yeux et posez vos yeux sur le futur que vous voulez créer. Troisième point, c'est travailler le détachement. Ça, c'est pas le plus simple. Je vais vous raconter, pour vous donner une métaphore sur le détachement. C'est quoi le détachement? Il y a une petite histoire, c'est l'histoire d'un gourou indien, un sage, qui aimait beaucoup les objets en cristal. Et donc, on lui offrait, les gens, quand ils voulaient le remercier, lui offraient des petits objets en cristal. Et donc, chez lui, il avait toute une étagère avec tous ces petits objets en cristal. Et puis un jour, sa femme de ménage, elle bouscule l'étagère et tous les petits, l'étagère tombe et donc tous les petits objets sont cassés. Et donc, elle sait à quel point son maître adorait ces petits objets et donc elle est catastrophée, elle est en pleurs et elle va voir son maître et elle dit maître, j'ai cassé tous vos objets, ils sont tous cassés. Elle est en pleurs. Et là, le gourou indien lui dit ah, mais ne vous inquiétez pas, ces objets en cristal étaient ma joie, ils ne seront pas ma misère. Donc ça, c'est ça le détachement. Donc nous aujourd'hui, peut-être que tout le plan qu'on avait avant cet événement du coronavirus, tous les projets qu'on avait pour notre entreprise, pour notre vie personnelle, ils ont peut-être plus lieu d'être. Et ça, c'est pas facile à lâcher. Et pourtant, prenez conscience de ça, de votre niveau d'attachement à ces projets-là. Mais il est aujourd'hui, c'est le moment de faire le deuil de ça et de se dire, oui, j'avais prévu ça. Et ça va pas se passer. Et ayez confiance, on va voir le slide d'après, que c'est peut-être quelque chose encore mieux qui va émerger. Mais aujourd'hui, il y a ce détachement. Le surfeur, là, juste maintenant, pour rester en équilibre sur la vague, vous voyez qu'il s'est allégé au maximum, il a que son maillot de bain, okay, pour faire la métaphore. Donc là, aujourd'hui, je me détache de tout le reste. Ce que j'ai en moi, ce sont mes ressources, mes capacités. L'entreprise, elle a ses compétences, elle a ses assets.
Et voilà comment je fais avec ça pour me détacher en fait du superflu et garder que ce qui est mes compétences quelque part pour aller vers l'avant. Donc voilà sur le détachement et c'est pas le point le plus facile pour nous occidentaux à mettre en place. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle aussi le lâcher prise, le let go. Quatrième point pour dans les turbulences, c'est favoriser ce qu'on appelle l'intelligence fluide, au contraire de l'intelligence cristallisée. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que la sécurité, elle n'est plus du tout dans tout ce qui est les grandes organisations. Les grandes organisations rigides, lentes, qui pendant des décennies passées représentaient la sécurité. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la sécurité, puisqu'il n'y a que de l'intelligence cristallisée et donc très lente. Aujourd'hui, la sécurité, ça va être donc l'intelligence fluide. L'intelligence fluide, c'est tout ce qui est petit, agile et innovant. Si vous avez le choix, allez plutôt, la sécurité, c'est vers ça. Comment être beaucoup plus petit, beaucoup plus agile, beaucoup plus innovant. L'intelligence fluide, c'est aussi ce qu'ont plutôt les enfants. Il y a un exercice, une étude qui avait été faite, vous avez peut-être fait ça dans des séminaires d'entreprise, où on organise les challenges chamallow spaghetti, où on demande aux collaborateurs ou à l'équipe dans une entreprise de construire une tour en utilisant des chamallows et des spaghettis non cuits, évidemment. Et ils ont fait l'expérience, ils ont pris aussi un groupe d'enfants de 5 ans. Donc, ils avaient ce groupe d'enfants et puis ils avaient un groupe avec toutes les personnes de l'entreprise, des CEO, des ingénieurs, des commerciaux. Ils ont dit, OK, allez-y, faites une tour. Et les enfants de 5 ans, en fait, ont fait une tour bien plus rapidement, bien plus haute, parce qu'ils ont beaucoup d'intelligence fluide. Nous, les adultes, on va être dans cette intelligence rigidifiée, codée. Et qu'est-ce qui fait que les enfants ont été plus rapides? C'est parce que les adultes, quelque part, ils ont été bloqués par est-ce que je peux dire ça à mon chef ou pas? Faut que je laisse parler l'autre. Est-ce que je peux dire si ou pas? Hésiter. Voilà, dans notre intelligence, quel processus on va utiliser? Quel protocole? Ça, c'était les anciennes façons de faire, ce côté très rigidifié, très codé, très rigide. Et puis les enfants, ils ne se sont pas posé la question, ils ont pris les spaghettis, les chamallows, ils ont essayé des trucs, ça n'a pas marché, ils ont recommencé. Et puis à la fin du compte, ils ont cette intelligence qui est toujours très fluide et ils ont réussi largement. Donc voilà, comment vous, aujourd'hui, vous pouvez développer cette fluidité. Et j'ai juste fait un petit aparté sur la nouvelle économie aujourd'hui, dans ce que vous mettez en place dans votre entreprise, dans les changements, dans les nouveaux produits, les nouveaux projets. Il y a 4 vraiment axes à penser, c'est-à-dire digital, je rends virtuel, je digitalise toutes les modalités possibles dans mon entreprise pour être le plus fluide, on retrouve la fluidité, le plus fluide possible. Après, un deuxième axe qui peut être la nouvelle économie, c'est le transport d'objets, parce qu'autant on peut fluidifier toute la communication, on peut digitaliser beaucoup de choses, mais il y a une chose aujourd'hui qu'on n'arrive toujours pas technologiquement, c'est le transport d'objets, la téléportation, on n'a toujours pas trouvé. Donc, le transport d'objets reste un grand aspect de notre économie. Donc, construire une maison, c'est bouger des objets, ça, on ne sait pas encore digitaliser. Donc, ça, c'est tout ce qui est transport d'objets. Le troisième point, ça va être tout ce qui est en lien avec la nature. Et donc, l'écologie, on reste tout ce qui est en lien avec la nature. Et le quatrième point, c'est tout ce qui va être nourrissant, nurturing en anglais. To nurture, j'ai trouvé le seul équivalent en français, c'est nourrissant. Donc, nourrissant pour l'humain. Donc, tout ce qui peut nourrir l'humain, l'alimentation, mais les soins aussi, le bien-être, le massage, l'éducation, tout ce qui peut faire quelque part grandir un humain. Voilà les 4 grands axes de nouvelle économie. Donc, vous, pendant ces turbulences, si vous êtes en train de réfléchir à votre entreprise, comment vous pourriez la faire évoluer pour être au mieux adapté au nouveau monde qui va émerger, et bien voilà 4 axes pour vous aider dans vos réflexions. Et puis voilà, et on arrive pratiquement aux 15 dernières minutes de ce séminaire et de ce webinaire, et je voulais prendre le temps de vous présenter un modèle qui est la spirale dynamique. Je voulais vraiment vous présenter ce modèle pour que, alors la spirale dynamique, c'est très large, très dense, mais je vais prendre 10 minutes et j'ai essayé de vous le simplifier au maximum. Et puis, ce que ça va inspirer, je vous invite vraiment à aller chercher de l'information là-dessus. Il y a plein de bouquins sur le sujet. La spirale dynamique, c'est un modèle qui décrit l'évolution
de notre monde. C'est un modèle donc déjà qui a été mis en place par le docteur Claire Graves, c'est un professeur en psychologie américain dans les années 52 à 58. Ce modèle a été popularisé par ses élèves Beck et Cowan. Il est validé par plus de 25 ans de recherche scientifique et il y a toujours énormément de publications à propos de la spirale dynamique. Donc la spirale dynamique, c'est vraiment un modèle qui décrit l'évolution de notre planète, l'évolution du monde, l'évolution de l'humanité, mais ça décrit aussi l'évolution de chaque être humain, de chacun d'entre nous, et donc l'évolution de chaque entreprise, l'évolution d'une équipe. En fait, c'est un modèle qui permet de décrire l'évolution de toute organisation vivante. C'est un modèle qui est utilisé en politique, qui est utilisé, ça a été énormément utilisé justement par Beck pour aider l'Afrique du Sud à sortir de l'apartheid pendant 7 années d'affilée où il est allé en Afrique du Sud et il a travaillé avec Nelson Mandela. C'est un modèle qui aujourd'hui est utilisé évidemment beaucoup utilisé en entreprise pour comprendre le changement de l'entreprise, qu'est-ce qui se met en place et pour comprendre quand il y a des dysfonctionnements dans un endroit, la spirale dynamique permet d'apporter un éclairage parce que ça permet de comprendre à quel niveau se situe le bug, si je peux m'exprimer ainsi. La France est le pays développé le plus en retard avec la spirale dynamique. Cependant, maintenant, il y a quelques écoles qui l'enseignent. On est aussi quelques consultants à avoir reçu cette formation, de plus en plus, mais on a vraiment 10 ans de retard, même par rapport aux autres pays, tous les autres pays d'Europe, même l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, évidemment, et les pays du Nord encore plus. Mais voilà, on est vraiment malheureusement un des pays où on est le plus en retard. Je crois que la spirale dynamique est quand même enseignée, je crois, à Polytechnique, à Sciences Po, dans certaines grandes écoles. Mais voilà, on a un retard à rattraper et je tenais à vous le présenter. Alors, je vais lire un petit peu mes notes parce que je voulais extraire l'essentiel de ça. Et je ne voudrais pas oublier quelque chose parce que c'est assez dense et je voudrais vraiment m'assurer que j'arrive. Et puis, comme je n'ai pas le retour, je ne vous vois pas, de m'assurer que c'est clair ce que je vous raconte. Donc, la spirale, aujourd'hui, vous voyez, c'est une spirale. Aujourd'hui, il y a 8 niveaux d'existence qui sont connus. Donc, ces niveaux sont codés avec des couleurs. On va d'un niveau beige vers un niveau turquoise. Mais on voit que la spirale, elle s'ouvre vers le haut et elle n'est pas terminée. Mais aujourd'hui, le niveau turquoise, c'est le niveau le plus haut que l'on connaisse aujourd'hui sur cette terre. Et évidemment qu'il y en aura d'autres à venir quand on va continuer à évoluer. Alors, un niveau, c'est un ensemble de valeurs, des valeurs très profondes. C'est un style de pensée. C'est un développement psychologique. C'est une façon de voir le monde. Et un niveau, c'est pas parce qu'il est placé plus haut dans la spirale qu'il est supérieur au niveau d'en dessous. C'est juste qu'il est plus complexe. Donc chacun d'entre nous, on passe à travers ces niveaux dans notre existence. Et comme je l'ai dit, chaque entreprise, chaque organisation vivante, chaque pays. Et donc on a tous un niveau où on va dire où on a une gravité plus forte, un niveau qui est plus lourd. Donc, par exemple, on dit telle personne ou telle entreprise, c'est plutôt une entreprise, on va dire, orange. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est que orange, ça veut dire que déjà, elle a intégré le beige, le violet, le rouge, le bleu et que maintenant, elle est orange. Donc, elle est à la complexité orange. Et donc, voilà, je voulais vraiment appuyer là-dessus qu'il n'y a pas un niveau qui est supérieur à l'autre. Par contre, un niveau est meilleur s'il est complètement adapté à son environnement. Donc, par exemple, une entreprise orange, mais qui serait dans un environnement, un pays vert, eh bien, il y aurait vraiment un besoin d'évoluer pour cette entreprise pour qu'elle devienne plus performante. Voilà, pour vous expliquer. C'est plutôt une adéquation entre mon environnement et moi. Même chose au sein d'une entreprise. Si j'ai un dirigeant qui est, par exemple, très orange et puis
des collaborateurs qui sont bleus, plutôt bleus, et puis dans un environnement vert, eh ben, il y a des dysfonctionnements. Et c'est en ça que, par exemple, en entreprise, quand il y a des choses qui ne vont pas, que les consultants spirale dynamique peuvent arriver et comprendre, voilà, qu'est-ce qui se passe et faire en sorte de pouvoir emmener, créer, enclencher un changement, aider chacun à évoluer pour qu'il y ait cette espèce de cohérence dans la couleur où ils sont aujourd'hui dans la spirale dynamique. Alors, je vous décris brièvement les différents niveaux, parce que justement, à travers le prisme de la spirale, je vais vous montrer qu'on peut commencer à décoder ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et si c'est vrai, ça donne une lueur d'espoir, finalement. Donc, le premier niveau, c'est le code beige. Le code beige, c'est la survie. C'est l'instinct de survie. Le mantra, c'est faire tout ce qu'il faut pour rester en vie. Donc, c'est le code, évidemment, c'est le niveau du nouveau-né. Quand on est nouveau-né, le bébé, il cherche que la tétée, le sein de la maman. La seule chose qui l'intéresse, voilà, c'est sa survie, c'est la recherche de nourriture. Les persistances actuelles dans notre vie aussi, dans la vie qu'il y a aujourd'hui de personnes ou de populations qui sont en code beige, ça peut être des SDF ou des migrants, dont la seule préoccupation, c'est de rester en vie. Et puis, ça va aussi être un état provisoire après les catastrophes. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on se vit. Pour nous tous, le code beige a été enclenché, coronavirus, donc évidemment, tous là, l'important c'est de rester en vie. Donc c'est de se protéger du virus, mettre le masque, ne pas être en contact le moins possible avec ce virus, et puis de chercher à s'alimenter. Aujourd'hui, on est un petit peu restreint à ce code de survie qui a là d'un seul coup qui a été renforcé évidemment, mis en lumière, je dirais. Et puis ensuite, le code beige, il va évoluer. Pour un moment, il va se retrouver en clan. Et là, ça va être l'enfant jusqu'à l'âge à peu près de 4 ans qui a la sécurité dans la famille. Le code violet, le mantra du code violet, c'est la sécurité du clan, la sécurité de la famille. Ça va être les animaux grégaires qui sentent bien qu'ils sont en sécurité quand ils sont en groupe. C'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans donc le mantra, c'est préserver la chaleur du nid et la sécurité de la tribu. Donc on retrouve ça par exemple dans certaines équipes de sport, des équipes de rugby, des équipes de foot là qui sont très fusionnelles. Donc là c'est vraiment le violet, la fusion du groupe et c'est ça qui fait la force. Le piercing, le tatouage aujourd'hui c'est des petits signes pour que le tatouage, on fait partie de la même tribu et ça nous donne une certaine sécurité. Et puis aujourd'hui dans le coronavirus, à nouveau, qu'est-ce qui s'est passé quand on nous a annoncé le confinement? C'est que il y a les étudiants qui sont rentrés dans leur famille, les familles se sont regroupées, là instinctivement, vous voyez, c'est le code violet qui a été activé, hop, on se retrouve en clan, en famille, c'est comme ça qu'on se sent en sécurité. Mais au bout d'un moment, il va y avoir une évolution nécessaire parce que dans le clan, finalement, on n'est plus en sécurité. Parce que le clan, il devient de plus en plus grand. Et puis, du coup, les ressources, il n'y a plus assez de nourriture pour tout le monde. Et puis, on voit un autre clan là-bas qui, lui, prospère, qui a à manger. Ça va mieux. Il commence à y avoir des maladies dans notre clan. Et du coup, il y en a un moment qui va dire j'en peux plus. Il y en a un peut-être courageux, qui va dire un individu, un membre du clan qui va dire moi, j'en ai marre de tout ça. Je sors du clan. Je vais aller leur montrer ce qu'il faut faire. Je vais aller chercher de la nourriture. Et là, hop, on passe en transition en code rouge. Donc, le code rouge, c'est un code très individuel. C'est le code, alors chaque niveau, vous voyez, où chaque code, ou chaque couleur a un côté positif puis un côté négatif. Donc là, le côté positif du rouge, c'est le courage, c'est la bravoure, c'est l'honneur. Et puis là, le côté, donc il y a pas de culpabilité. Tout est possible pour réussir, pour la puissance, c'est la puissance, la domination, c'est la loi du plus fort. Donc le mantra, c'est sois ce que tu es et fais ce que tu veux, quoi qu'il arrive. Montre-toi fort, exige l'attention, demande le respect et appelle à la bagarre. C'est l'enfant de 4 à 8 ans qui s'affirme. C'est la couleur des royaumes, puis c'est la couleur du guerrier en nous. Donc ceux qui ont un code rouge un peu bien présent en eux, peut-être que là, c'est eux qui sont allés rafler
les PQ dans les supermarchés parce que c'est la guerre. Hein. Et puis quand Macron nous a fait son discours on est en guerre, ben là c'était son code rouge qui était bien activé parce que Macron pour lui est un guerrier. Donc voilà, c'était on est en guerre. Donc ça c'est le code rouge là qui a bien été activé. La peur fondamentale du rouge, alors il n'a pas de culpabilité, par contre, sa peur fondamentale, c'est la honte, c'est perdre la face. Donc, il faut se battre pour avoir le contrôle et le respect, pour échapper à la honte. Les impulsions doivent être satisfaites immédiatement, que cela ait ou non des conséquences sur les autres. Donc, on a un exemple aujourd'hui dans notre société d'un personnage qui a un code rouge très, très activé, c'est Trump, pour vous donner une image. Et puis, ce code rouge, à un moment, alors il a les bons côtés, vous l'avez compris, puis il en a des mauvais, et du coup, ça va devenir aussi insupportable. La vie sociale, elle va être insupportable. Je regarde l'heure avec le code rouge, parce que ça va être un progrès impossible face à une instabilité et un risque permanent de violence. Donc, à un moment, ça va plus être possible et puis il va y avoir un gros besoin de l'apparition d'un ordre. Donc, le rouge aussi, dans notre évolution en France, a été le Moyen-Âge, la période des barbares, etc. Et donc là, un besoin d'ordre. Et donc, arrivent là les grandes institutions, la loi, qui va nous mettre en sécurité, le côté réseau, hiérarchique, normatif, l'ordre, l'obéissance, la moralité, le bien, le mal, les dogmes, les statuts sociaux. Ça va être l'apparition des grandes religions. Le monde est contrôlé à ce moment-là par une vérité ultime. Donc, c'est vraiment le mantra, l'ordre renforce un code de conduite basé sur des principes éternels et absolus. Donc là, les peurs fondamentales du code bleu, c'est la peur du désordre, la peur de la culpabilité. Donc c'est ce que la religion nous enseigne, comporte-toi bien et puis plus tard tu seras récompensé. Les persistances actuelles, c'est l'Amérique très puritaine de George Bush. C'est les fondamentalistes, les intégristes religieux, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est aussi nos grandes administrations qui sont très hiérarchisées, les hôpitaux et toute idéologie qui est persuadée qu'elle détient la vérité. Donc, vous voyez, c'est toutes ces institutions très rigides, très codifiées, qui à la fois apportent une certaine sécurité, qui à ce moment-là, quand on sort du rouge, apporte une sécurité, mais au bout d'un moment, aussi on va atterrir à amener un moment où on va voir les limites de cette organisation. Aujourd'hui, on a à peu près 35% de notre population qui est en bleu, qui fonctionne sur ce mode. Et à un moment, l'humain, il en a marre de courir après une promesse de récompense future dont il commence à douter. Et à un moment, il se dit, c'est bon, moi j'en ai marre, l'obéissance ras-le-bol, et il a envie de s'exprimer, d'être indépendant, de se réaliser par lui-même, de réussir, d'avoir accès aux biens matériels. Et c'est là qu'on passe en code orange. Donc, le code orange, c'est là où on est depuis la Révolution française. Donc, c'est tous les découvertes scientifiques. Donc, c'est le rationnel, l'individualiste. C'est la réalisation de chacun. C'est le développement de cette indépendance et cet individualisme. Et c'est la période j'ai dit, des découvertes scientifiques, du progrès, de la technologie et tout ça qui sont des sources de l'abondance matérielle. Donc, en fait, quand on est en orange, c'est les autres étant des concurrents, il importe d'être autonome et indépendant. Donc, l'autonomie, très importante. Et puis, ce code orange, alors, il a apporté beaucoup de choses. Il a apporté une grande part de puissance à l'humanité grâce à la technologie et les progrès scientifiques. Cette force, elle a permis de réaliser des grands accomplissements, mais en même temps, elle a fait des dégâts écologiques considérables. Et puis, humainement, la dureté des relations entre les gens a fait que les personnes, ça a créé un sentiment de solitude que la consommation n'arrive plus à combler. Et du coup, pour corriger cette superficialité, l'humain, il va se diriger vers le domaine des émotions, des relations. Et là, on rentre complètement dans le code vert. Le code vert qui est le côté de l'empathie, du collaboratif, du côté beaucoup plus communautaire, la conscience de la communauté et de l'individu et du collectif. C'est notre soif d'égalité et de solidarité.
L'homme, là, il doit être libéré des dogmes, il doit être libéré de l'exploitation, hein, c'est vraiment le mantra, et que le monde et les ressources sont communs à tout le monde. Alors aujourd'hui, ce n'est que 10% de la population. J'ai oublié de le dire, en orange, on a aussi 35%. Donc à peu près 35% de bleu, 35% d'orange aujourd'hui et 10% de vert. Les pays les plus verts, ce sont les pays de Scandinavie. La Suède, c'est un des pays les plus verts sur notre planète. Vert dans le sens de la spirale dynamique, hein, pas écologique, même si le vert correspond aussi à un côté très écologique. Alors, ce vert, on en a l'air de dire que ça a l'air le truc génial, mais il a aussi un côté négatif, hein, poussé à l'extrême. C'est que poussé à l'extrême, il est très lent parce que quelque part, il y a une espèce de consensus, il faut demander l'avis à tout le monde, et il faut blesser personne, et il faut prendre en compte chacun. Et du coup, tout ça, c'est très lent. Et donc, il y a une espèce de paralysie dans le code vert qui fait que ça a du mal à avancer. Et donc, à un moment, il va être nécessaire d'évoluer vers le code jaune. Et le code jaune, lui, c'est l'intégrateur, l'adaptatif. Donc, c'est le premier code, en fait, qui, lui, donc il est très récent. Il y en a encore très peu d'humains et d'organisations, il y en a, mais très peu sur Terre, d'organisations jaunes ou d'humains jaunes, entre guillemets, qui, eux, c'est un code c'est vraiment l'adaptatif et l'intégrateur, c'est qu'il a vraiment intégré tous les codes d'en dessous et il est en permanence capable de s'adapter à son environnement. Donc, suivant la situation, il va être capable d'aller chercher les ressources du vert ou chercher les ressources de son code orange ou chercher les ressources du bleu pour pouvoir être efficace. Il a vraiment cette notion systémique. Le jaune, il voit le système. Et ce qui est important pour lui, c'est l'amélioration et le développement d'une efficacité et surtout le respect, évidemment, de chacun, de chacun, le respect de chacun. Donc le monde est son mantra, hein, le monde est un ensemble de systèmes complexes dont il est nécessaire d'assurer la viabilité. Dans le cadre de principes personnels forts, indépendance, savoir, compétence et flexibilité assurent l'indispensable estime de soi. Hein. La recherche en tout domaine de la fonctionnalité maximum va de pair avec celle de la consommation minimale d'énergie. Donc voilà, puis alors après il y a le code turquoise, alors lui qui est très récent et d'après les théoriciens de la spirale, c'est l'humanité rêvée qui serait composée de sages à la fois totalement libres et au service de la vie et de la collectivité. Mais je ne vais pas beaucoup plus développer parce qu'aujourd'hui on n'est pas du tout prêt pour ce niveau de développement. Donc aujourd'hui, à travers le prisme de la spirale, où je vais vous donner d'abord un autre exemple par ce qui s'est passé aux États-Unis. Les théoriciens de la spirale, ils avaient complètement prévu l'élection de Trump en utilisant la spirale parce qu'Obama était un président très avancé, lui, je parle spirale, hein, par rapport à son peuple, lui, il était beaucoup plus évolué. Obama est certainement vert, voire jaune, mais en tout cas vert. Et dans un peuple qui est, vous voyez, ça dépend des États, mais il y a de l'Amérique très puritaine bleue et puis de l'Amérique beaucoup plus orange. Et lui, Obama vert, donc les théoriciens de la spirale voyaient qu'il était quelque part trop évolué par rapport à son peuple et qu'il avait du mal à les entraîner. Et donc, ils avaient prévu un retour en arrière, en fait, pour l'Amérique et donc l'élection d'un Trump qui a un poids rouge très fort, donc comme un retour en arrière. Alors aujourd'hui, nous, dans notre situation de ce qu'on vit aujourd'hui, à travers la spirale, on peut peut-être espérer, parce que c'est comme ça que se passe l'évolution d'un niveau à un autre, ça se passe par un moment de retour en arrière. Donc, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, peut-être notre pays et l'Europe en entier étaient vraiment en orange, avec beaucoup de progrès technologiques et du coup beaucoup de consommation, mais peut-être un trop de consommation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui donne un petit peu un sentiment de superficialité et puis quel est le sens, après tout, et puis surtout des dégâts écologiques. Et là, ce coronavirus, il vient peut-être quelque part, parce qu'à chaque fois qu'on émerge, qu'on évolue, il faut vraiment un retour en arrière. Donc, vous voyez, il vient nous faire récapituler là les codes, beige, violet, on est à fond dedans en ce moment dans la survie, parce qu'en fait, c'est comme si on allait purifier, récupérer de l'énergie qui va nous permettre ensuite d'évoluer.
d'émerger. Et ce qui va émerger, c'est quelque chose d'absolument nouveau, qu'on ne peut pas imaginer, ça ne va pas venir de notre mental, parce que notre mental, il peut que regarder, il crée des choses à partir du passé, à partir des choses qu'il connaît. Là, c'est quelque chose de nouveau, certainement du vert, un monde plus vert, en tout cas, qui va émerger, mais qu'aujourd'hui, on n'est pas… on ne peut pas vraiment imaginer. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, bah oui, on le voit, l'impact sur la pollution, qu'il y a beaucoup moins. Donc, on se dit, c'est comme si on ouvrait une fenêtre puis on nous disait, ah, c'est possible. Donc, ça nous permet une prise de conscience que, ah, oh, c'est possible, hein, moins de pollution, moins de consommation. Et puis, certainement qu'après la crise du confinement, je ne dis pas que c'est la vérité, hein, c'est juste des suggestions, des pistes de réflexion à travers le prisme de la spirale. Certainement un retour en arrière avec une reconsommation qui va recommencer, etc. Mais on va se dire c'est plus possible rapidement. Et là, comme on aura goûté à ça, on aura senti hein, le goût, la saveur d'un monde un peu différent. Maintenant, on sait ce que c'est, on l'a conscientisé. Eh bien, ça va nous aspirer. Et donc, il va y avoir, oui, certainement ce retour en arrière de consommation et ensuite de mettre en place les changements pour pouvoir transformer notre monde et vraiment faire en sorte qu'on se stabilise dans un code vert pour reprendre le langage de la spirale. Voilà, c'était donc cette petite fenêtre hein, pour quelque part vous donner aussi un peu d'espoir que peut-être nous sommes en plein changement et pour quelque chose de nouveau qui, oui, va émerger, même s'il y a un petit retour en arrière à un moment. Je vous invite à aller chercher beaucoup plus d'informations sur la spirale, c'est beaucoup plus riche que ça. On peut vraiment analyser et décoder plein de choses avec la spirale, c'est passionnant. Ça peut vous aider complètement, évidemment, dans vos entreprises. Vous, quelle couleur êtes-vous, vos collaborateurs, votre entreprise, dans quel domaine, vos clients, et voir s'il y a une adéquation de tout ça. Et s'il n'y a pas, ça va peut-être vous apporter des idées sur pourquoi il y a ce dysfonctionnement et du coup, comment évoluer pour uniformiser, être plus en accord et mieux se comprendre. Et puis, ben, j'avais envie de conclure là-dessus. Il est 11h pile. Vous le ferez après le webinaire. Mais ce moment de confinement, c'est aussi le moment pour quelque chose de nouveau émerge. Il est important d'écouter parce que cette nouvelle chose qui va émerger, elle va venir de l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous et de l'intérieur de notre humanité. Et ben, peut-être prendre le temps en temps de se demander quelle espérance pour notre société cette crise fait-elle naître en moi ? Qu'est-ce que cette crise et ce confinement me font vivre? Et peut-être à travers la spirale, est-ce que mon côté guerrier, mes peurs, voilà, qu'est-ce que ça vous fait vivre? Et du coup, ben, qu'est-ce que j'ai envie de changer? Et peut-être le petit pas de fourmi que je pourrais mettre en place en direction de ce changement, peut-être dès demain. Voilà, je vous laisse là-dessus à vos réflexions et je suis maintenant ouverte à vos questions. Merci à tous. Merci beaucoup, Sandrine. Tu m'entends là, Sandrine? Parfaitement, oui. Bon, alors effectivement, dans le chat, sont venues quelques questions que je vais te retraduire, notamment le but de l'exercice 5, 4, 3, 2, 1. C'est Christian qui nous pose cette question. Est-ce que tu peux juste rappeler le but des 3 dernières… Ah non, ouais. Sur le but. Le but, c'est de se reconnecter au moment présent. Et le meilleur moyen de se reconnecter au moment présent, c'est d'utiliser ses sens. Donc, c'est pour ça, je remarque 5 choses que je vois, 4 que j'entends, 3 que je sens avec le toucher, 2 que je sens et 1 que je goûte. C'est vraiment, je fais marcher mes sens pour me rebrancher au moment présent. Un petit exercice rapide en quelques minutes pour me sortir de ce mental fou. Voilà. Ok, merci. Je ne sais pas, vous me dites, hein, Christian, si ça répond bien à votre attente. Ensuite, on a différentes questions remarques surtout sur effectivement la spirale dynamique, dont certains trouvent que c'est une variante à maille fine de la pyramide de Maslow. Oui, absolument. Alors, ce n'est pas une variante. C'est vraiment, Graves est parti de la spirale de Maslow. Il a travaillé, enfin, voilà, on va dire que c'est en lien, mais ça apporte un niveau de précision et ouais, c'est beaucoup plus précis, je dirais. Mais c'est complètement en lien. On va dire que c'est le cousin ou la petite sœur. Ouais. Voilà. Ok. On nous demande aussi si tu as éventuellement 2-3 ouvrages de référence sur la spirale dynamique à conseiller.
Je vous montre ça. Oui, je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est en français, le livre qui est très bien, moi je trouve, c'est La spirale dynamique du couple Chabreuil, Fabien et Patricia Chabreuil. Voilà, vous le trouvez partout. Ok. Une question aussi de Nathalie. Est-ce que vous pensez que le fait de revenir maintenant vers l'essentiel va enclencher de nouveaux besoins, faire fermer certains commerces? Je ne suis pas sûre que je comprends la question. Là, oui, évidemment. On va peut-être inviter Nathalie sur scène, peut-être pour nous la reformuler, pour qu'elle puisse éventuellement la… Donc, je l'ai invitée, si elle peut se connecter. Nathalie, vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez préciser en fait la question? Alors, Nathalie est en train de se préparer. Juste, Sandrine, si vous voulez, vous pouvez couper votre partage d'écran. Voilà, okay. Comme ça, nickel. Après, qu'est-ce qu'on avait en attendant, Nathalie? Ben voilà, les gens se partagent maintenant les liens pour obtenir le livre de la spirale dynamique. Donc, je pense que cette spirale dynamique a vraiment convaincu. Je ne sais pas si éventuellement vous avez d'autres interrogations. Bon, écoutez, je pense que ça a été très clair. En tout cas, c'était top, une fois de plus, Sandrine. C'est vrai que c'était un exercice difficile pour toi de ne pas avoir de retour. On va essayer de voir comment on peut faire, parce que je trouve ça assez gênant aussi d'être un peu séparé entre l'intervention et les réactions éventuelles. Peut-être juste pour l'ensemble des participants d'aujourd'hui, vous aurez de toute façon la présentation et le replay du webinaire qui vous sera fourni. On a des super, super Sandrine, merci vraiment. Spirale dynamique, 3e ou 4e édition? Alors moi, ce que je lis, j'ai celui de Interédition, voilà. C'est le livre du couple Chabreuil, quoi. Alors, visiblement, dans le couple Chabreuil, il n'y a qu'un seul livre. Donc, tout le monde te dit un grand merci. Vous allez pouvoir télécharger la présentation PDF. Allô? Allô? Oui, oui, vous m'entendez? Et alors, oui, vous allez pouvoir télécharger la présentation PDF? Ouais. En fait, elle vous sera envoyée dans le mail à la fin du webinaire. Vous allez avoir un mail avec le replay. Enfin, pour accéder au replay, vous aurez accès au PDF, qui est la présentation qui était présentée par Sandrine. Alors, je peux répondre à la question de Xavier que je vois là, ou de Hugues. Voilà. Moi, j'ai la 3e édition. J'ai la 3e édition du livre Chabreuil. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est celui que j'utilise. Voilà. Alors, c'est la question de Hugues. Voilà. 3e, donc voilà, c'est ce qu'il avait retenu. Donc, juste un petit complément par rapport à la suite de notre programme, de ces webinaires, donc tous les jours à 11h, enfin tous les jours, du mardi au vendredi, tout du moins. Demain, un super webinaire en préparation avec Stéphanie Boss, qui est de la société Cape-Up que l'on accompagne actuellement, qui est un start-upper et qui va vraiment vous donner des super conseils pour l'accès au marché pendant la crise. Je viens de rechecker l'ensemble de sa présentation. L'ensemble de la présentation, c'est effectivement une très, très belle présentation. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas. Damien nous a mis effectivement dans les questions le lien pour faire… Le lien, du coup, il est où, Damien? Le lien, il était juste dans la petite pop-up. Il y avait un bouton s'inscrire. Sinon, je vous le mets là.
Voilà, vous allez l'avoir dans le chat, vous pouvez vous inscrire, vous avez accès à tous les Voilà, webinaires de la semaine. très bien. Voilà, super. comme ça vous avez celui de demain et d'après-demain auquel vous pouvez vous inscrire. Je ne parviens pas à me connecter au réseau Wi-Fi. Vérifiez les paramètres de connexion. C'est quoi? Bon, bah, je pense qu'on en a fourni. Attention, il est possible que vous receviez le code pour l'inscription en spam. D'accord. Ça, c'est pour Livestorm, mais visiblement, ceux qui ont accédé aujourd'hui n'ont pas eu ce problème. Par contre, on va essayer de voir au niveau des accès, des absents. En tout cas, voilà, je ne sais pas si tu vois les commentaires là maintenant, Sandrine. Oui, je vois maintenant. Donc, Voilà. une fois de plus, un grand merci pour cette intervention. Je pense que ça nous apporte un bon éclairage. Ça nous permet aussi, tout et chacun, là, de prendre un peu de recul. On en a vraiment besoin dans ces périodes. Donc, un grand merci à toi, Sandrine. Et puis, dans quelques temps, vous allez recevoir de toute façon le lien vers le replay et vers le PDF de cette présentation. On vous remercie en tout cas tous de votre présence et puis vous espère aussi nombreux demain pour le webinaire sur l'accès au marché pendant la crise. Voilà. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Au revoir et très bonne journée. Prenez soin de vous. Merci Sandrine.